On va passer maintenant au quatrième chapitre qui s'intitule Matrice de comparaison. Alors, on va essayer donc de développer les points suivants. Déjà, on va se poser la question pourquoi comparer en biologie. Et puis, dans un deuxième temps, on va déjà commencer à voir quelle est la première méthode pour comparer deux séquences, parce que là, il va s'agir de comparer deux séquences. Donc, ça va être les matrices de poids, ou bien en anglais dot plot. Et puis, on verra les différentes matrices, que ce soit nucléiques ou bien protéiques, qu'on va utiliser essentiellement pour donc comparer des séquences et qui vont être utilisées dans le qui va être le dernier chapitre, donc alignement. À la fin, on va voir comment utiliser ces matrices de comparaison sur le langage de programmation Python et notamment au niveau de la librairie ou bien de la bibliothèque BioPython. Alors commençons. Alors pourquoi comparer en biologie? Comparer, c'est essayer de trouver des ressemblances ou bien des différences significatives. Au niveau biologique, donc comme vous le savez, il y a plusieurs échelles d'observation. Donc déjà, je peux observer les phénomènes, les choses, si vous voulez, sur un niveau moléculaire, sur un niveau cellulaire, sur un niveau au niveau des tissus, jusqu'au niveau d'organismes. Donc comparer, c'est essayer de trouver des ressemblances ou bien des différences significatives. Parce que si vous voulez, une fois je fais la comparaison, je peux par la suite extrapoler. Donc, en bioinformatique, ce qui va, au moins pour la bioinformatique 1, ce qui nous intéresse, l'objet de notre étude, donc c'est la séquence. Et comparer les séquences, l'objectif, comparer les séquences, c'est pas un objectif en soi, mais c'est plutôt de plus ou moins de connaître la fonction et de connaître la structure. Parce que je vais vous donner un exemple très rapide pour comprendre l'intérêt de la comparaison. Imaginons que vous allez avoir deux séquences, séquence 1 et séquence 2. Séquence 1, où la fonction est déjà définie, la structure est déjà définie, et vous allez avoir une deuxième séquence où ces deux aspects, la fonction et la structure, sont indéfinis, ou ne sont pas déterminés pour l'instant. Donc, en comparant les deux séquences ensemble, si vous allez trouver des ressemblances très fortes, vous allez être capable d'extrapoler la fonction et la structure de la première séquence connue sur la deuxième séquence qui est inconnue. Donc vous allez plus ou moins pouvoir déduire quelle est la fonction et quelle est la structure de la deuxième séquence. Bien évidemment, vous allez voir, il y a des cas, si vous voulez, particuliers. Par moment, il faut faire attention, mais c'est ça l'idée, c'est pouvoir extrapoler ce que vous avez sur la séquence 1 au niveau de la deuxième séquence, donc qui est inconnue. Alors, comparer des séquences, en bioinformatique, il y a un mot qu'on va utiliser à partir de maintenant, que j'ai déjà utilisé auparavant. C'est un mot qui est l'alignement. Donc, par exemple, si vous voulez dire comparer des séquences, il faut utiliser en bioinformatique alignement de séquences. Et vous allez voir probablement dans le prochain chapitre pourquoi on utilise le mot alignement. Donc, alignement de séquences, c'est vraiment l'équivalent de comparer des séquences. Bien évidemment, ici, on s'intéresse pas beaucoup à la nature des séquences. Donc, ça peut être des séquences nucléiques, d'ADN ou d'ARN, ça peut être des séquences protéiques. Alors, pour les séquences nucléiques,
l'alignement est relativement simple. Pourquoi il est relativement simple? Parce que l'alphabet utilisé pour composer une séquence ADN-ARN, c'est un alphabet très limité. Donc il est constitué de 4 bases, 4 lettres. CTGA et le A, et le T. La thymine est remplacée par l'uracile, donc le U pour l'ARN. Donc ça reste 4 lettres. Contrairement aux séquences protéiques, où l'alphabet est beaucoup plus riche, et donc l'alignement devient relativement complexe. Donc l'alphabet des acides aminés, parce que là on parle de la protéine, donc c'est 21 acides aminés plus 3 autres lettres qui vont également utiliser dans ce sens-là. Alors, et là ça rejoint ce que j'étais en train de dire tout à l'heure, faire attention. Une fois vous faites l'alignement, vous faites la comparaison, vous allez avoir un résultat. Il faut toujours une interprétation biologique après. Et l'interprétation biologique est indispensable. Parce que on va tomber dans certains cas où, même si l'alignement donne un résultat positif, favorable, une interprétation biologique à côté ou après est toujours indispensable pour confirmer ou infirmer le résultat de cet alignement. Alors, toujours dans cette logique de comparaison, je vais d'abord, donc juste après, je vais d'abord vous présenter une méthode très, on va dire, très ancienne, qui a été probablement utilisée en premier pour comparer deux séquences. Donc, c'est ce qu'on appelle la matrice de points, ou bien le dot plot. Alors, si vous voulez, la première caractéristique de cette méthode, c'est que c'est une méthode avec une représentation graphique. Donc, c'est une méthode, représentation graphique, qui a été développée par un chercheur qui s'appelle Staden en 1982. Alors, c'est quoi l'idée? C'est quoi le principe? Donc là, si vous voulez, c'est une matrice de points où on va comparer deux séquences, uniquement deux séquences. Donc les deux séquences vont être plus ou moins écrites, ou bien on va les mettre sur un tableau. Alors sur l'axe horizontal, vous allez avoir la première séquence, l'axe vertical, la deuxième séquence. Et là, on va se baser sur l'identité. L'identité, c'est-à-dire le même résidu. Donc là, d'ailleurs, ici, je précise juste une chose, c'est que à partir de maintenant, si vous voulez, à chaque moment où je vais parler de résidu ici, c'est pour indiquer les lettres que je vais utiliser. Donc, que ce soit les bases azotées de l'ADN de l'ARN ou bien des acides aminés. Donc, moi, pour éviter à chaque fois de dire les bases azotées, les acides aminés, donc je vais utiliser un mot qui est très utilisé en bioinformatique pour désigner les deux à la fois, c'est résidu. Donc, sur ce tableau, quand il va y avoir deux résidus identiques, c'est-à-dire les mêmes, on va mettre un point. Si les résidus sont pas identiques, sont différents, alors on va laisser la case vide. Et ça, on va le faire sur le tableau. Alors, on va passer directement sur un exemple. Imaginons que vous avez les deux séquences protéiques suivantes. Donc, la première, c'est celle qui est en vert. La deuxième, c'est en bleu. Alors, ça, c'est le tableau. Donc, sur l'axe horizontal, c'est ça l'axe horizontal, j'ai mis la première séquence. Sur l'axe vertical, j'ai mis la deuxième séquence. Et puis, je vais avoir des cases sur ce tableau. Alors, je vais vérifier, par exemple, je prends le premier résidu de la séquence qui est en bleu. Donc, et je la compare, donc ce résidu, je vais le comparer avec tous les résidus
de la séquence qui est en vert. Là où je vais trouver des identités, c'est-à-dire je vais avoir le même résidu, le même acide aminé, parce que ici je parle de protéines, je vais mettre un point. Donc là, si vous voyez bien, donc ça c'est un tableau, c'est une matrice 2D, et c'est une matrice de points. Donc le point est présent à chaque fois où il va y avoir une identité entre un résidu de la première séquence avec un autre résidu de la deuxième séquence. Et bien évidemment, ça, je vais le faire pour toutes les lignes et pour toutes les colonnes. Donc ça, c'est le résultat que j'ai obtenu en comparant ces deux séquences. Alors, quelles sont les observations que je peux faire, à votre avis? Déjà, la première chose que je peux voir, c'est que j'ai quelques diagonales. Si je regarde, là j'ai un diagonale composé de 3 points. Ici, un diagonale composé de 2 points. Notre segment ou bien notre diagonale, composé de 3 points. Et si vous voulez, l'intérêt d'une matrice de points, c'est vraiment ces diagonales qu'on va obtenir. Et si vous voulez, ces diagonales, je ne sais pas comment on dit, diagonaux ou diagonales, alors ils vont représenter une certaine ressemblance entre la première séquence et la deuxième séquence. Par exemple, si je regarde de près ceci, donc, par exemple, ici j'ai un diagonale composé de 3 points. La présence de ce diagonale indique qu'il va y avoir une partie commune entre la première séquence et la deuxième. Et c'est le cas ici. Ce diagonale, parce que j'ai un CGT sur la première séquence avec un autre CGT sur la deuxième. Donc il y a déjà une partie commune. C'est pas la seule. Ici j'ai un DF qui est en commun. Donc DF sur la première séquence, DF sur la deuxième séquence. Alors, un dernier, ça va être également MLC. MLC, donc MLC, le petit bout, on va dire, d'une protéine. Donc, je vais avoir MLC sur la première séquence, MLC sur la deuxième. Et bien évidemment, j'ai également, je vais pas dire un diagonale avec un seul point, mais des identités, par exemple le D, là, entre la première séquence et la deuxième séquence, et le L. Mais ce qui va nous intéresser beaucoup plus, donc ce sont les diagonales composées en minimum de 2 points. Donc là, vous voyez, donc l'intérêt de la matrice de points, c'est de faire sortir les ressemblances entre deux séquences en ayant à la fin un ensemble de diagonales qui vont indiquer qu'il va y avoir des parties communes entre la première séquence et la deuxième séquence. Alors donc, matrice de points, comme on vient de le voir, donc c'est une méthode qui se base sur une identité absolue. C'est-à-dire, pour mettre le point dans une case de cette matrice, il faut qu'il y ait une identité absolue, c'est-à-dire deux résidus vraiment identiques entre la première et la deuxième séquence. Alors, les segments diagonaux, donc, vont représenter des sous-séquences identiques entre la première séquence et la deuxième séquence. C'est ce que j'étais en train de plus ou moins présenter. Alors, essayons maintenant de s'amuser un petit peu et, par exemple, de comparer la séquence avec elle-même. Donc, par exemple, si je prends la séquence DFML-CGT et je m'amuse à la comparer avec elle-même. Donc là,
une observation qui n'est pas uniquement valable pour cette séquence, mais quelle que soit la séquence, si je compare la séquence avec elle-même, je vais obtenir un diagonal principal. C'est-à-dire du début à la fin. Par moment, par exemple, si je prends un autre exemple, cette fois-ci DFM, LCG, DFM. Donc, en plus, donc ça c'est toujours une séquence avec elle-même. Donc je vais avoir le diagonal principal. Si je vais avoir des diagonaux, on va dire des petits diagonaux à gauche et à droite, ou bien un peu partout, c'est que je vais avoir des répétitions internes. Par exemple, si je prends DFM, le premier DFM, donc il va y avoir un diagonal avec DFM qui va se trouver à la fin, toujours de la même séquence. Donc là, il s'agit d'une répétition interne, c'est-à-dire je vais avoir un petit bout qui va se répéter plusieurs fois dans la même séquence. Et donc là, je vais avoir également DFM qui est là. Donc le DFM est répété 2 fois. Donc c'est ce que je vois. Donc donc déjà là on commence. Donc l'intérêt numéro 1, donc c'était déjà de faire sortir des ressemblances entre deux séquences différentes. Si j'ai une seule séquence par exemple et je veux plus ou moins voir s'il y a des répétitions internes, donc la première, on va dire, approche, c'est de comparer la séquence avec elle-même. Et donc tous les segments diagonaux qui vont apparaître vont représenter des répétitions internes potentielles. Bien évidemment, il va y avoir toujours le diagonal principal. Alors, voyons d'autres applications, d'autres intérêts où la matrice de points vraiment peut servir. C'est par exemple pour détecter les palindromes. Donc, palindrome, ici, c'est un petit bout, que ce soit de l'ADN ou bien de la protéine, c'est un mot que je peux lire dans les deux sens. Par exemple, ici, j'ai l'aval. Donc l'aval, c'est un mot que je peux lire dans les deux sens. Donc ici, donc le sens normal hein, du français, ou bien le sens normal des séquences, parce que les séquences également ont un sens, et c'est le sens de l'anglais et de français. Donc de la gauche vers la droite. Pardon. Donc, ici je peux dire l'aval. Ici, si j'inverse le sens, c'est-à-dire de la droite à la gauche, c'est toujours l'aval. Ça, comment je vais le détecter? Je vais avoir une sorte de croix, c'est-à-dire je vais avoir deux diagonaux qui vont se superposer si vous voulez, en faisant plus ou moins une croix ou bien X, la lettre X. Donc, si vous allez voir ça sur une matrice de points, c'est que vous avez un palindrome. Donc, par exemple, à la fin également, il va y avoir easy, I-S-I. Donc, c'est également un palindrome qui peut se lire dans se lire dans les deux sens. Donc, si vous voulez, la matrice de points permet de retrouver des palindromes entre deux séquences différentes. Donc là, si vous voyez bien, il s'agit de deux séquences différentes. Donc, je vais avoir deux palindromes. Premier, c'est l'aval, et le deuxième, c'est easy. Et ça, si vous voulez, comment le détecter? Donc, c'est-à-dire, je vais avoir deux diagonaux qui vont être superposés, qui vont être inversés. Donc là, vous voyez, c'est dans le sens normal, et l'autre, elle est inversée. Ça, c'est pour indiquer la présence de palindrome. La matrice de points également, ça me permet de détecter des insertions. Des insertions, par exemple, entre deux séquences. Si je vais avoir une sorte de diagonale coupée ou divisée, c'est le cas ici, c'est que je vais avoir une insertion
dans une séquence donnée. Donc là, par exemple, si je compare la première séquence qui est en vert, la deuxième séquence en bleu, le fait d'avoir deux diagonaux qui vont être séparés de cette façon-là, mais vraiment séparés de cette façon-là, c'est que je vais avoir une insertion entre les deux. Donc là, c'est plus ou moins une matrice d'identité qui va être coupée, deux matrices d'identité. On va dire qu'ils vont être coupées par une insertion parce qu'il y a eu une insertion sur la première séquence par rapport à la deuxième. Donc pour les événements insertion entre deux séquences, et donc là on parle beaucoup plus de probablement là où l'utilisation va être beaucoup plus importante, c'est sur les acides nucléiques, même si là j'ai utilisé plus ou moins une séquence protéique, bien sûr, pour une meilleure compréhension. Alors toujours les insertions. Un autre intérêt, c'est pour détecter tout ce qui est transposition. Alors transposition, déjà, je ne sais pas, mais normalement vous avez une idée sur les éléments transposables dans un génome, c'est-à-dire il y a des bouts d'ADN, par exemple si on prend le cas d'ADN, il y a des bouts d'ADN qui peuvent plus ou moins qui peuvent bouger d'un site à un autre sur le même génome. Bien sûr, il y a des enzymes derrière qui font ce travail, mais il y a des éléments d'ADN qui sont transposables, c'est-à-dire qui bougent dans le même génome et parfois dans le même gène. Et comment détecter ces petits bouts qui bougent, ces petits bouts d'ADN, si vous voulez, généralement. Donc par les matrices de points, plus ou moins c'est une approche qui permet cela. Donc par exemple ici, si je regarde bien, la première séquence, par rapport à la première séquence, la partie séquence va bouger. Donc là, si je la regarde dans la deuxième séquence, on dirait qu'elle a sauté ici, dans la deuxième séquence. Et donc ça, comment je vais le détecter? Comment je vais le détecter? C'est que je vais avoir deux diagonaux qui vont être parallèles à la diagonale principale. Donc, le fait d'avoir deux diagonaux qui vont être plus ou moins parallèles, pas parallèles, qui vont être symétriques l'un par rapport à l'autre, symétriques par rapport si vous voulez, par rapport aux diagonales principales, cela va m'indiquer probablement la présence d'une transposition. Donc transposition, c'est quand un élément, quand une sous-séquence, un petit bout de séquence bouge d'une position à une autre. C'est ce que j'ai ici. Donc par exemple, séquence dans la première séquence, la partie séquence dans la première séquence, oui, a bougé vers l'avant. Donc là, c'est-à-dire l'ordre, par exemple, si je prends séquence et analysis, a été inversé. Donc comment je vais pouvoir détecter cela? C'est par la présence de deux diagonaux, donc bien évidemment, qui sont symétriques par rapport aux diagonales principales. Donc tout ce que j'ai présenté jusqu'à maintenant, donc ce sont plus ou moins là où je vais pouvoir utiliser la matrice de points, donc dotplot, pour détecter ces événements. Donc il y avait les répétitions internes, il y avait détection de palindrome, il y avait
détection d'insertion, il y avait détection de transposition, et ainsi de suite. Alors, essayons maintenant de tout ce que j'ai présenté ici. Donc, c'était des exemples simples, des exemples, on va dire, didactiques, donc pour une meilleure compréhension. Mais essayons maintenant de travailler sur un exemple réaliste. Et donc, je vous envoie sur ce lien où vous allez avoir la méthode de la matrice de points, et vous allez pouvoir l'utiliser. Donc c'est un site sur internet où vous allez pouvoir lui introduire deux séquences, que ce soit des séquences protéiques ou bien des séquences nucléiques. Et là, par exemple, si je m'amuse à comparer la première séquence et la deuxième séquence, donc la première séquence fait 246 résidus, donc 246 acides aminés. Et la deuxième fait 244 résidus ou bien 244 acides aminés. Donc si vous utilisez le logiciel qui existe là, vous allez obtenir ce que vous avez ici. Et donc là, je vois très clairement qu'il y a un diagonale plus ou moins continu. Il n'est pas très continu, mais plus ou moins continu. Et ça indique donc une forte ressemblance entre les deux séquences. Donc il va y avoir plusieurs segments diagonaux, et notamment il va y avoir beaucoup de petits points comme ça dispersés un peu partout. Donc là, apparemment, j'ai lancé le logiciel juste pour vous montrer l'interface. Donc là, je disais qu'il va y avoir plusieurs segments diagonaux avec des petits points dispersés un peu partout. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le bruit, parce que finalement, après si vous voulez, le fait de devoir le même résidu donc présent dans la première séquence et la deuxième séquence, un seul résidu, c'est pas une information très très importante en soi. Par contre, le fait d'avoir ce genre de diagonale, on va dire, même si ici c'est pas un diagonale continu, mais un diagonale plus ou moins discontinu, donc déjà ça va avoir un certain intérêt. Et là, je peux dire très clairement qu'il y a une forte ressemblance entre les deux séquences. Alors, justement pour contourner le problème du bruit, on va faire ce qu'on appelle le filtrage. C'est qu'on va essayer de réduire le bruit. Alors, comment réduire le bruit? C'est à travers une notion donc qui est très très répandue dans ce domaine-là, qui s'appelle la fenêtre glissante. On va voir comment. Imaginons que vous avez le résultat suivant. Donc là, j'ai la première séquence avec la deuxième séquence. Et donc là, j'ai fait une comparaison entre les deux. Donc j'ai fait une comparaison entre les deux. Et j'ai obtenu ce que vous voyez ici. Alors justement, pour réduire le bruit, c'est-à-dire plus ou moins, je vais simplifier, pour supprimer ou enlever les points isolés que je vais trouver un peu partout. Donc je vais appliquer donc la méthode de filtrage, fenêtre glissante, par exemple la fenêtre avec un paramètre de 3. Qu'est-ce que cela veut dire? Effet de la fenêtre W égale 3, c'est-à-dire je vais conserver que les segments ayant 3 points ou plus. C'est-à-dire ce point je vais le supprimer, celui-là je vais le supprimer, celui-là je vais le supprimer, celui-là je vais le supprimer. Est-ce que celui-là je vais le supprimer? Non. Si je suis cette règle, celui-là fait partie d'un segment qui fait au moins 3 points. Celui-là, est-ce que je vais le supprimer? Non, je ne vais pas le supprimer parce qu'il fait partie d'un segment qui possède 3 points au minimum. Et ainsi de suite. En appliquant cette règle avec un W égale 3, c'est-à-dire je vais garder que les segments
que ce soit dans le sens de diagonale principale ou bien c'est inversé, que les segments ayant 3 points au minimum ou bien 3 points au plus, je vais obtenir ce que vous voyez ici à droite. Donc je supprime celui-là, 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 parce que là c'est un segment de 2, mais bon, après ça dépend comment vous allez définir le W. Donc pour W égale 3, on va le supprimer. Si W avait la valeur 2, donc on va le garder, ainsi de suite. Donc là vous voyez que j'ai plus ou moins nettoyé la matrice de points. Alors, essayons de faire un autre exemple où vous allez vraiment voir l'effet de la fenêtre glissante ou bien le fait d'appliquer ce filtrage. Parce que si vous voulez, sur l'exemple précédent, ou bien sur le premier exemple, donc si vous voulez, ici le bruit ne gêne pas beaucoup parce que j'arrive à voir ces segments diagonaux, même s'ils sont discontinus, mais si vous voulez, l'information est présente et visible. Donc le bruit ici ne gêne pas beaucoup. Mais imaginons que vous allez avoir le cas de figure suivant. Donc là, il s'agit d'une comparaison entre deux séquences d'ADN, donc deux séquences nucléiques. La première séquence qui est sur l'axe horizontal fait 3902 bases. Celle qui se trouve sur l'axe vertical est 1114. Et là, je voulais juste vous montrer le logiciel qu'on a utilisé, qu'on utilise pour les matrices de points. Donc là, il suffit d'introduire la séquence 1, séquence 2, définir la taille de la fenêtre, et après vous allez avoir le résultat ici. Donc ça, probablement, vous allez le faire en séance TP. Mais bon, revenons à notre exemple. Donc si je vous montre, ça c'est une matrice de points. Bien évidemment, il est tellement grande. Donc là, vous voyez, c'est quelques milliers de bases qu'on ne voit pas vraiment les détails. À votre avis, en regardant cet exemple, est-ce qu'on arrive à voir quelque chose d'intéressant? Quelque chose d'intéressant dans une matrice de points, c'est la présence de segments diagonaux. Est-ce qu'on arrive donc probablement difficilement, hein, on arrive à voir probablement, si vous avez une bonne vue, on arrive à voir qu'il y a probablement des segments, on va dire des segments diagonaux, probablement ici et probablement ici, mais c'est pas très clair. Donc c'est ici le bruit, il est vraiment très très présent. Et comme ici il s'agit de l'ADN, donc le bruit il est beaucoup plus présent. Et ça c'est une caractéristique des séquences nucléiques parce que l'alphabet est très réduite. Contrairement aux séquences protéiques où le bruit généralement va être moindre, si vous voulez, mais ça va toujours gêner. Alors essayons maintenant d'appliquer le principe de filtrage, le principe de la fenêtre glissante, donc en gardant uniquement les segments qui vont faire une certaine taille. Donc le choix de la fenêtre, c'est quelque chose de très très important, parce que si je vais augmenter la taille, probablement je vais négliger des segments qui vont être probablement intéressants. Si je réduis la taille, donc je vais plus ou moins ne pas supprimer du bruit. Donc le choix de la taille de la fenêtre est vraiment quelque chose de délicat. Donc si je mets W égale à 5, c'est-à-dire une taille de fenêtre qui est égale à 5, donc là, c'est ce que je vais obtenir. J'ai vraiment drastiquement réduit le bruit. Et là, vraiment, maintenant, je suis en train de voir des segments diagonaux qui sont présents un peu partout. Donc là, vous voyez, il va y avoir 1, 2, 3, 4 et 5 diagonaux. Alors, donc ça c'est déjà une première observation. Une deuxième observation que je peux faire, je vous rappelle que si vous voulez, ce schéma plus ou moins, on l'a déjà obtenu.
Dans l'exemple, donc je reviens en arrière, dans cet exemple, l'insertion. Donc le fait d'avoir des diagonaux qui vont être plus ou moins coupés de cette façon-là, c'est-à-dire j'ai une insertion sur la première séquence. Donc si j'essaie d'appliquer ce principe sur l'exemple que j'ai ici, c'est-à-dire j'ai des insertions qui se sont plus ou moins faites sur la première séquence. D'où la taille de la première séquence par rapport à la deuxième séquence. Donc sur la première séquence, il y a eu quelques insertions par rapport à la deuxième séquence. Et donc là, on parle de séquence nucléique. Et donc là, vous voyez qu'il y a vraiment une forte ressemblance. Par exemple, si je continue à augmenter la taille de la fenêtre, voici ce que je vais obtenir. Donc si je fais W égale à 7, donc j'ai moins de bruit. Si je fais W égale à 9, j'ai moins de bruit. Et ainsi de suite. Et donc là, ce que vous voyez ici, ce ne sont pas des points. Donc ce sont vraiment des segments diagonaux. Et là, c'est juste pourquoi, parce que là, la matrice de points, elle est tellement grande, donc il fait 3902 par 1114. Donc, le fait de la mettre comme ça, donc si j'ai plus ou moins, je l'ai réduit. Donc, revenons toujours à la première séquence et la deuxième séquence, et on essaye de trouver probablement un lien ou bien une relation biologique entre la première séquence et la deuxième séquence. Donc la première séquence, il y a eu des insertions par rapport à la deuxième. Mais à part ces insertions, les deux séquences sont vraiment les mêmes, sont vraiment identiques. Et ça peut qu'être un gène qui est comparé avec son ARN, avec la suppression d'introns, ou bien avec l'insertion d'introns. Ça dépend à partir de quelle séquence on est en train de parler. Donc la première séquence, c'est le gène. Deuxième séquence, c'est son ARN messager, réduit en supprimant les introns et en gardant que les parties, ou bien en gardant que les codons. Ou bien les exons, pardon, en gardant que les exons. Donc, l'ARN messager, il est composé uniquement d'exons, et le gène, donc il est composé d'exons et d'introns. Donc les introns, donc ce sont les parties insérées, ou bien ce sont les parties supplémentaires au niveau du gène par rapport à son ARN messager. Donc ça, c'est le résultat qu'on va obtenir en comparant un gène avec son ARN messager. Alors, essayons maintenant de faire un petit bilan sur les matrices de points en indiquant les avantages et les inconvénients. Alors, le premier avantage, et ça va être un inconvénient plus tard, c'est la simplicité de cette méthode. Il suffisait de mettre les deux séquences sur un tableau, c'est-à-dire sur une matrice 2D, et de commencer à voir si le résidu d'une séquence est présent dans une autre. Si c'est le cas, je vais mettre un point. Si c'est pas le cas, je vais laisser la case de la table, ou bien du tableau, ou bien de la matrice vide. Donc ça, c'est vraiment une méthode très très simple. Et puis, c'est une méthode visuelle, graphique, donc il n'y a aucun calcul à faire, et ainsi de suite. C'est une méthode qui permet de détecter facilement les répétitions internes, les insertions, les transpositions et les palindromes. Donc, si vous voulez, pour ce genre, si on veut avoir, dans un premier temps, une idée sur la présence de ces événements entre deux séquences, donc il suffit probablement, dans un premier temps, d'utiliser la matrice de points. Donc, c'est valable, cette méthode, on peut l'appliquer pour les acides nucléiques, comme on peut les appliquer sur les acides aminés, sur les séquences protéiques. Donc, il y a la notion de fenêtre pour réduire le bruit. Généralement, la taille de 5
c'est pour les acides nucléiques, et la taille de 25 pour les acides aminés. Mais après, si vous voulez, il y a plusieurs variantes. Ce que je vous ai présenté, c'était vraiment la manière la plus simple d'utiliser cette notion de fenêtre glissante. Mais après, dans le détail, généralement, si on fixe la taille de la fenêtre à 5, avec un seuil, c'est-à-dire à l'intérieur de segments, avec un seuil de 2 identités. On peut accepter deux identités, 3, 4, 5 identités. Après, sur 25, on peut avoir un seuil de 5 identités. C'est-à-dire, on accepte, dans un segment, on accepte le segment en question, donc il fait une taille de 25, s'il va y avoir une présence de 5, uniquement de 5 identités, mais pas moins. Mais bien sûr, avec plus 5, 6, 7, 8 et ainsi de suite. Alors, l'inconvénient majeur, et ça rejoint ce que j'ai mis ici, donc c'est une méthode visuelle, graphique, c'est qu'il n'y a pas de mesure quantifiable. C'est-à-dire, imaginons le cas suivant, j'ai 3 séquences. Ou bien j'ai 2 séquences que je veux comparer avec une 3e séquence. Donc je compare 1 avec 2 et 1 avec 3. Et si vous voulez, cette méthode ne va pas toujours permettre de me dire quelle est la séquence la plus proche, la plus ressemblante à la séquence 1 par rapport entre 2 et 3. Donc j'ai pas une mesure quantifiable et ça c'est vraiment un inconvénient majeur qui a plus ou moins motivé les scientifiques et les gens qui s'intéressent à ce domaine-là à développer des méthodes beaucoup plus intéressantes et des méthodes quantifiables. C'est-à-dire il va y avoir à la fin une mesure numérique qui va indiquer la ressemblance ou la non-ressemblance entre 2 séquences. Alors c'est une méthode trop sévère, et ça si vous voulez c'est sa définition, c'est-à-dire c'est une méthode qui n'accepte aucune possibilité de mutation. C'est une méthode qui fonctionne uniquement quand on va y avoir une identité entre 2 résidus. Une identité, c'est-à-dire c'est dans le cas de figure où je vais avoir le même résidu. Donc, si vous voulez, aucune possibilité de mutation. Et ça, c'est vraiment un inconvénient majeur. Donc, il faut retenir les 2 inconvénients. Pas de mesure quantifiable et une méthode qui n'accepte aucune mutation.